حيا الله شباب، نتقابلوا اليوم كالعادة في كوريكسيون متاع دوفوار دو كنترول نيميرو 3 تروازيام مات. وكالعادة قبل ما نشوفوا الكوريكسيون نشوف في اسفل الفيديو ليان على درايف نهبطوا لينونسي نخدموها وبعد نشوفوا كوريكسيون. فوالا نبداو الشيمي. L'exercice 1. Complétez le tableau suivant. Donc on va compléter le nom du composé et la famille là où vous avez les formules semi-développées. Donc passons à la correction. Donc pour la question, la première question, donc vous avez la famille un alcool secondaire. Donc le nom c'est 4,4-diméthyl pentane de Hall. Donc on commence la numérotation à partir de l'extrémité la plus proche du carbone fonctionnel. Le carbone fonctionnel c'est celui qui porte la fonction OH. Et là vous avez deux ramifications du type méthyle sur le carbone numéro 4. Le deuxième composé, la famille, donc c'est, comme vous le voyez, c'est un ester. Donc son nom c'est 1, 2, 3, donc c'est le propanoate de méthyle. Le troisième composé, éther-oxyde. Donc éther-oxyde, vous avez l'éthoxy-éthane. Éthoxy-éthane, ou bien on peut dire c'est le diéthyloxyde. Le diéthyloxyde. Le composé suivant, donc comme vous le remarquez, c'est la fonction acide carboxylique, donc la famille. Le nom c'est, donc vous avez une ramification sur le carbone numéro 2 et le numéro 3, donc acide 2, 3, diméthyle, donc diméthyle, 4 carbone butanoïque. Le composé suivant, donc comme vous remarquez, la fonction C double liaison O à l'intérieur de la chaîne, donc c'est une cétone, la famille. Et son nom c'est 1, 2, 3, donc c'est le propanol. Et le dernier composé, vous avez la fonction C double liaison OH à l'extrémité de la chaîne, donc c'est un aldéhyde. Son nom donc c'est le 1, 2, 3, 4, c'est le butanal. Voilà. L'exercice 2 maintenant. Donc l'exercice 2, on vous dit une solution d'éthar 30 vendue dans le commerce peut être assimilé à une solution de chlorure d'hydrogène HCl. Sur le flacon d'une solution commerciale S0 de ce détartrant est indiqué C0 égale 1,4 mol litre moins 1. On souhaite vérifier l'indication sur le flacon par un dosage pseudo-basique. Pour cela, on dispose d'une solution d'hydroxyde de sodium en OH base forte de concentration Cb égale 0,1. La première question petit a, déterminer le volume VBE de la solution de soude nécessaire pour doser un volume VA égal à 20 ml de la solution S0. Donc le volume à l'équivalence, on a C0 VA est égal à CB VBE, c'est-à-dire nombre de moles d'acide égale nombre de moles de base ajouté, d'où VBE égale à C0 VA sur VB, sur CB plutôt. Donc C0 VA sur CB. Application numérique, donc VBE égale C0 1,4 fois VA 20 ml sur CB égale à 0,1, donc égale à 280 millilitres. La question petit b, on déduit le nombre de fois qu'il faudrait remplir une burette graduée de volume V égale à 25 ml pour atteindre l'équivalence. Et quel inconvénient présente cette valeur. Donc pour remplir une burette de 25 ml, donc on va utiliser si vous voulez la burette de 25 ml et nous on dispose de 280 ml pour atteindre l'équivalence. Donc le nombre de fois, c'est égal le volume VBE sur le volume que peut contenir une burette, c'est-à-dire 25 ml, donc soit 11,2, mais on ne peut pas remplir 11,2 fois, donc finalement on va remplir 12 fois la burette. L'inconvénient de cette manipulation, c'est qu'on multiplie par 12 les erreurs de lecture, puisqu'on va remplir 12 fois la burette, ce qui fausse bien évidemment le dosage. Et pour rendre plus simple donc l'opération d'usage, il est commode de remplir la burette une seule fois en changeant soit la concentration de la solution à doser, soit la concentration de la solution T30. Voilà. La question petit c maintenant, écrire l'équation chimique de la réaction de dosage. Donc l'équation de la réaction de dosage, puisque vous avez dosage fort, donc vous avez H3O plus OH- donne 2H2O. C'est l'équation simplifiée. Et finalement, deuxième question, pour éviter ces inconvénients, donc on procède à la dilution n fois de la solution S0, donc on va diluer la solution, pour obtenir une solution S. On introduit un volume VA est égal à 20 ml de la solution diluée dans un bécher auquel on ajoute un volume VE
d'eau avant d'effectuer le dosage. Donc faites attention là, on va diluer 2 fois la solution. Donc on va prendre un volume VA de la solution diluée, puis on va diluer de nouveau ce volume VA avant d'effectuer le dosage. On effectue alors le dosage. L'équivalence acido-basique est obtenue pour un volume VBE est égal à 14 ml de la solution de soude versée. La question petit a, définir l'équivalence acido-basique. Donc la définition, donc on a dit qu'à l'équivalence acido-basique, on a donc le nombre de moles des ions H3O+ susceptibles d'être fournis par la solution acide est égal au nombre de moles d'ions hydroxyde OH- susceptibles d'être fournis par la solution aqueuse de base. Donc soit le nombre de moles de H3O+ fournis par l'acide égale nombre de moles de OH- fournis par la base. Voilà. La question petit b, déterminer la concentration C de la solution diluée S, puis déduire le nombre N de dilution. Voilà. Donc, on a dit que à l'équivalence, on a C fois VA est égal à CB fois VBE. Donc, C est égal à CB VBE sur VA. Donc, C est égal à 0,1, concentration de la base, fois le volume nécessaire à l'équivalence, donc fois 14, sur le volume VA est égal à 20 ml. Donc, égal à 0,07 mol litre moins 1. Le nombre de dilutions maintenant, on sait que le nombre de dilutions c'est égal à la concentration de la solution mère sur la concentration de la solution phi. La solution mère de concentration C0 et la solution phi de concentration C, c'est-à-dire la solution qu'on l'a diluée. Donc N égale 1,4, la concentration de la solution mère, la solution commerciale, sur la concentration de la solution qu'on l'a diluée, 0,07, donc est égal à 20 fois. Donc on a dilué 20 fois. Voilà. La question suivante, petit c, calculer le volume VE d'eau ajouté avant le dosage, sachant que le pH initial et pH I est égal à 1,8. Voilà. Donc, pour déterminer le volume d'eau ajouté, donc on a fait ce schéma explicatif. Donc, le volume VA, c'est un volume pris de la solution qui est déjà diluée, de concentration C. Et on a encore dilué ce volume VA en ajoutant le volume VE avant d'effectuer le dosage. Donc, on aura finalement un volume VA plus VE à doser. Et la concentration donc devient C', donc diminue, après avoir ajouté le volume VE. Puis on effectue le dosage. Donc là, on a dilué, comme vous le voyez, 2 fois. C'est-à-dire on a dilué tout d'abord le prélèvement de la solution de volume VA et on l'a dosé. La concentration C' avant donc d'effectuer le dosage, le pH initial, donc de pH initial égale à pHI. C'est pour cette raison-là, on a pris C' est égal à 10 puissance moins pHI. Puisque vous avez une solution d'acide fort, donc la concentration de la solution est égale à la concentration des ions H3O+, qui est égale à 10 puissance moins pH. Donc la solution diluée avant d'effectuer le dosage, sa concentration est égale à 1,585 10 puissance moins 2. C'est égal à 10 puissance moins pHI. Et lors de la dilution, donc le nombre de moles du soluté n'a pas varié, c'est-à-dire C fois VA est égal à C' fois VA plus VE. Donc, même nombre de moles, la dilution ne varie pas le nombre de moles. D'où VE est égal à C sur C' moins 1 fois VA. Donc, C est égal à 7 fois 10 moins 2, C' 10 puissance moins 1,8, moins 1 fois le volume VA égale à 20 ml est égal à 68,33 ml le volume d'eau ajouté avant d'effectuer le dosage. La question petit d maintenant justifie que l'ajout d'eau initiale n'a pas d'influence sur le résultat du dosage. Donc, on a dit que avant d'effectuer le dosage, on a déjà dilué donc la solution. Le volume qu'on va le doser, c'est VA plus VE. La concentration de cette solution, c'est C'. À l'équivalence, on a
nombre de moles d'acide est égal au nombre de moles de base ajouté, c'est-à-dire C' fois VA plus VE égale à CB fois VBE, soit VBE égale à C' fois VA plus VE sur CB. Donc VBE est égal à C' 10 puissance moins 1,8 pH initial, VA 20 ml plus 68,33 le volume d'eau ajouté, sur 0,1 égale à 14 ml. Donc c'est la valeur qu'on l'a vérifiée expérimentalement. Donc suite à cette dilution, à l'ajout d'eau, donc on trouve le même résultat. Donc le dosage est correct. C'est-à-dire on n'a pas varié la quantité de matière lorsqu'on a ajouté une quantité d'eau. Voilà. Passons maintenant à la partie physique. Exercice 1. Donc, onde G égale à 9,8. Un solide S de masse M égale à 100 g se déplace sur une piste rectiligne et inclinée d'un angle alpha égal à 15 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, ça, c'est la piste inclinée d'un angle alpha. Donc, lâcher son vitesse initiale au sommet A de la piste inclinée, le solide S, voilà, le solide S aborde à partir d'un point K, donc il va aborder situé au bas de la piste, un trajet circulaire de centre O. Donc un trajet circulaire de centre O et de rayon petit r égal à 0,5 m. Tangent la piste, donc tangent en K à la piste inclinée, voire figure A. Donc voilà. Donc à ce niveau-là, vous avez l'angle alpha. Si vous tracez donc la perpendiculaire, donc le rayon est perpendiculaire au plan incliné, et là vous avez aussi l'angle alpha. Ça c'est l'angle alpha, et par rapport à la verticale, donc cette inclinaison c'est égal à l'angle alpha, qui est égal à cet angle alpha aussi. Donc la question, premièrement, l'abscisse du front du solide compté dans un repère RBI, donc B c'est l'origine du repère, voilà, est noté par X. Les frottements auxquels est soumis le solide S au cours de son mouvement sur la piste d'intensité supposée constante, donc sont équivalents à une force petit f. À l'aide d'un dispositif approprié, on détermine des vitesses instantanées du chariot S lors du passage de son front par les points B, C, D, E et K. C'est de chaque fois on note la valeur de la vitesse au passage du solide S par ses positions d'abscisse respective, donc 0, 0,2 pour C, 0,4 pour D, 0,6 pour E et 0,8 pour la position K. Ceci permet de tracer le diagramme de la figure 2 correspond à l'énergie cinétique EC du solide S en fonction de l'abscisse X dans la position BK de son trajet. Donc on aura EC en fonction de X, comme vous le voyez, c'est une droite affine. La première question, énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Donc l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique. Donc vous avez dans un référentiel galiléen la variation de l'énergie cinétique d'un système matériel déformable ou non entre deux instants T1 et T2 quelconque est égale à la somme algébrique des travaux de toutes les forces extérieures et intérieures au système entre ces deux instants. Mathématiquement, delta EC égale la somme des travaux des forces extérieures plus la somme des travaux des forces intérieures. Et la question petit b maintenant, en exploitant le diagramme de la figure 2, déterminer l'intensité de la force de frottement F et la valeur de l'abscisse XA du point A. XA du point A, qu'on ne possède pas dans l'énoncé. Voilà. Donc pour déterminer la valeur de la force F, donc on va représenter les forces qui s'exercent sur le solide S en mouvement sur le plan incliné. Donc le poids P, la force de frottement opposée au mouvement, vitesse, donc ça c'est le sens du mouvement, et vous avez la réaction du plan incliné. Donc théorème de l'énergie cinétique delta EC entre la position 0 et une position d'abscisse X est égal à la somme des travaux des forces, donc travail de P plus travail de R plus travail de F. Travail de R est égal à 0 puisque R est perpendiculaire au vecteur de déplacement. Donc on aura delta EC est égal à EC X moins EC B est égal à mg x sinus alpha, travail de P, c'est-à-dire mgh, donc est égal à mgx sinus alpha, moins le travail de F, plus travail de F c'est un travail résistant, donc moins F fois la distance, c'est-à-dire moins F fois x.
Donc, soit EC est égal à mg sinus alpha moins f, le tout fois x plus ECB. C'est de la forme une constante fois x plus b. La constante, c'est la pente de la droite, qui est égale mg sinus alpha moins f. Et l'ordonnée à l'origine, c'est égal à ECB. D'après la courbe de la figure 2, donc d'après la courbe de la figure 2, la pente, on peut calculer la pente. Donc vous avez 4 moins 2 fois 10 puissance moins 2 divisé par 8 moins 3 fois 10 puissance moins 1. Ça, c'est la pente. Voilà, 8 moins 3, 10 puissance moins 1 égale 0,04. Je vais vous le mettre. Donc, on reprend. Donc, la pente qui est égale à la constante K est égale à mg sinus alpha moins f. Donc, soit f est égal à mg sinus alpha moins la pente. Application numérique. Donc, f égale à 0,213 newton. L'abscisse du point A maintenant. On va tout d'abord déterminer la nature du mouvement. Donc, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique du solide S en mouvement. Donc, P plus R plus F est égal à MA. On va projeter sur l'axe x', x. Donc, la projection sur l'axe x', x. Donc, vous avez mg sinus alpha moins F plus 0 est égal à MA. Donc, K est égal mg sinus alpha moins F. Ça nous rappelle, si vous voulez, voilà, ça nous rappelle la constante K qui est égale à la pente. Mg sinus alpha moins F, c'est la constante K, c'est la pente. Donc, c'est pour cette raison-là, j'écris K est égal à MA, c'est-à-dire cette pente est égale à MA, d'où A est égal à K sur M est égal à une constante. Conclusion, le mouvement de S est un mouvement rectiligne uniformément varié. Donc, on peut appliquer la relation indépendante du temps entre la position A et la position B. Donc, VB carré moins VA carré égale à 2A XB moins XA. Avec XB est égal à 0, l'origine du repère, et VA, on a dit qu'on a lâché le solide à partir du point A sans vitesse initiale. VA est égal à 0. Donc, soit XB est égal à moins VB carré sur 2A, avec VB carré est égal à 2 ECB sur M. ECB, c'est l'ordonnée à l'origine, donc 2 fois B sur M. Et A, c'est égal à la constante K, c'est-à-dire la pente sur M. On a toutes ces valeurs donc, sont disponibles. Donc, on aura finalement XA est égal à moins 0,2 mètres. Voilà. La question suivante maintenant, petit c, déterminer la valeur de la vitesse Vk du solide au point K. Le point K d'abscisse, rappelons-le, d'abscisse 0,8. D'abscisse 0,8, donc l'énergie correspondante, c'est égal à 4 fois 10 moins 2. Donc vous avez l'énergie cinétique qui est égale à 4 fois 10 puissance moins 2. Donc EC est égal à 1 demi mv carré, m fois vk au carré. Donc vk égale racine carrée de 2 ECK sur m. Donc application numérique, vous avez vk égale à 0,894 mètres secondes moins 1. La question suivante maintenant, deuxièmement, un point H situé sur la trajectoire circulaire est repéré par l'abscisse angulaire OK au H. Voilà, un point donc OK au H, l'angle θ. Repérage angulaire qu'on note par la lettre θ. Petit a, représenter les forces qui s'exercent sur le solide lorsqu'il est au point H, sachant qu'il est soumis à des forces de frottement négligeables. C'est-à-dire on va négliger les forces de frottement devant toutes les autres forces qu'il subit. Donc, notre solide au point H, il est soumis à son poids et à la réaction de la piste. Donc, R, qui est perpendiculaire à la tangente à la trajectoire, c'est déporté par le rayon de l'arc, et le poids qui est vertical, le poids du solide S. La question suivante maintenant, petit b, montrer en appliquant le théorème de l'énergie cinétique et en sachant que le solide est de petite dimension pour être supposé ponctuel, que la vitesse VH du solide S lorsqu'il arrive au point H vérifie la relation suivante. VH carré moins VK au carré est égal à moins 2 GR cosinus alpha moins cosinus θ moins alpha. Voilà. Donc on va appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Delta EC est égal entre K et H, est égal travail de P
entre K et H, plus travail de R entre K et H. Travail de R est égal à 0, on a dit, puisque R est perpendiculaire à la tangente à tout instant, à la tangente à la trajectoire, donc son travail est nul. Donc il nous reste delta EC entre K et H est égal à ECH moins ECK. Or, travail de P entre K et H, c'est un travail résistant, puisque le point H est plus élevé. Donc, c'est égal à moins mg fois h. H, c'est la différence d'altitude entre la position finale et la position initiale. Voilà h. Voilà. Donc, moins mgh. Essayons de déterminer maintenant à quoi est égal h. Donc, comme vous remarquez, h, c'est égal à cette distance, c'est-à-dire r cosinus alpha, moins cette distance. Cette distance, c'est-à-dire r cosinus cet angle. Cet angle, c'est-à-dire cosinus θ moins alpha. Voilà, donc h c'est égal à r cos alpha moins r cos θ moins alpha. Donc égal à r facteur cos alpha moins cos θ moins alpha. Donc on remplace chaque terme par son expression. ECH c'est égal à 1 demi mvh carré moins 1 demi mvk au carré est égal moins mgh, c'est-à-dire moins mgr cos alpha moins cos θ moins alpha. Donc, on trouve finalement l'expression demandée. La question petit c maintenant, en appliquant la loi fondamentale de la dynamique au solide en mouvement, déterminer la valeur de la réaction R de la piste circulaire sur la piste sur le solide S au point H, sachant que θ est égal à 40 degrés. Donc, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique. Donc, vous avez P plus R est égal à MA. Et puisque la trajectoire est curviligne, donc on va utiliser le repère de Freinet. Donc ça, c'est le vecteur tangentiel et le vecteur normal. Et puisqu'on veut déterminer l'expression de R, donc on va projeter cette relation sur la normale. Donc projection sur la normale dans le repère de Freinet. Donc on aura donc R moins P cosinus θ moins alpha. Cet angle-là, c'est égal à cet angle-là. Θ moins alpha. Donc, R moins P cosinus θ moins alpha est égal à M fois AN. Projection de A sur la normale, c'est AN. Or, AN par définition, c'est V carré sur le rayon de courbure. Le rayon de courbure, c'est petit r, ou vitesse au point H, c'est VH carré. Voilà. Donc, R est égal finalement MVH carré sur R plus MG cosinus θ moins alpha. Donc, on va remplacer chaque terme par son expression. Donc, R est égal à M VK au carré sur R. Donc, on a remplacé VH au carré par son expression. VH au carré, c'est égal moins 2GR cosinus alpha moins cosinus θ moins alpha plus VK au carré. Donc, on a pris toute cette expression-là, on l'a remplacée dans cette expression. Donc, on va remplacer VH carré par son expression. Donc, on trouve tous ces termes-là. Donc, après simplification, finalement, on trouve R égale à MVK carré sur R moins MG 2 cos alpha moins 3 cos θ moins alpha. Application numérique. Donc, R est égal à 0,931 newton. Voilà. La question suivante, donc, on veut déterminer la valeur limite θL de θ pour laquelle le solide S quitte la piste circulaire. Le solide S quitte la piste circulaire, c'est-à-dire R est égal à 0. Donc, on a pris l'expression de R. Donc, R est égal à 0, est égal à mv carré sur R moins mg 2 cos moins 3 cos θ limite moins alpha. Donc, finalement, on trouve cosinus θ limite moins alpha égale à 1 tiers de cos alpha moins VK au carré sur RG. Application numérique. Donc, cosinus égale 0,58 c'est-à-dire θ limite moins alpha est égal 53,876, d'où θ limite est égal 53,876 plus alpha, donc égal 68,87 degrés à peu près. Voilà. Passons maintenant à l'exercice 2. Donc, l'exercice 2, c'est le dynamique de rotation, dynamique de translation. Donc, on considère une poulie homogène de rayon R est égale 10 cm qui peut tourner sans frottement autour d'un axe fixe delta passant par son centre de gravité G. Voilà. De moment d'inertie J
par rapport à l'axe de rotation est égal à 10-2 kg/m². On embobine, c'est-à-dire on enroule autour de sa gorge un fil inextensible de masse négligeable et son extrémité est reliée à un solide S, l'extrémité du fil, qui se déplace sans frottement sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Donc, frottement négligeable sur ce plan-là, comme le montre la figure 3. À l'instant t égale à 0, on libère le solide S de la position A. Voilà, de la position A, on libère le solide S sans vitesse initiale. Donc, voilà le sens du mouvement. Il passe par la position B avec une vitesse VB, en parcourant la distance AB pendant la durée delta t. On donne G égale à 10. Et on a pris comme sens de rotation de la poulie positif. Ça, c'est le sens positif. Voilà. La première question, en appliquant la deuxième loi de Newton sur le corps S, trouvez l'expression de la tension du fil T en fonction de mg alpha et A. Voilà, prenons maintenant notre système. Donc, les forces exercées sur le solide S, vous avez le poids, son poids, la réaction R du plan incliné et la tension du fil. On peut représenter la tension du fil soit à partir du centre de gravité, soit à partir du point de contact. C'est pas grave. Donc, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique. Donc, la somme des forces égale à MA et on va projeter sur l'axe X', c'est-à-dire l'axe où le mouvement se déroule. Donc, puisque le sens positif est ce sens-là, donc vous avez mg sinus alpha moins t plus projeté de R est égal à 0 égale à MA. Donc, t est égal à mg sinus alpha moins MA. Ce qu'on vous demande, bien évidemment. La question 2, maintenant, en appliquant la relation fondamentale de la dynamique sur la poulie, maintenant, dynamique de rotation, trouvez l'expression de la tension du fil F en fonction de J, R et θ. C'est-à-dire, on va déterminer l'expression de cette tension-là qu'on a notée par grand F. Donc, les forces qui s'exercent maintenant sur notre poulie, vous avez la tension du fil, grand F, son poids et la réaction de l'axe de rotation. Donc, les trois forces. Voilà le bilan des forces. Appliquons donc la règle D à la poulie au mouvement de rotation. Donc, la somme des moments des forces exercées par rapport à l'axe delta est égale à J θ 2 points, ou bien J θ seconde. C'est la même chose. Donc, moment de P plus moment de R plus moment de F est égal à J θ seconde. Moment de P, moment de R est égal à 0 puisque ces deux forces coupent l'axe de rotation. Et moment de T est positif, donc il fait tourner, la force F fait tourner notre poulie dans le sens positif choisi. Donc, est égal à F fois le rayon R est égal à J fois θ seconde. Donc, soit F est égal à J fois θ seconde sur le rayon petit r. Voilà. La question 3 maintenant. Déduire que A est égal à mg sinus alpha sur m plus j sur r au carré, calculer sa valeur. Donc, on a dit que T est égal à F, le fil est inextensible, donc T est égal à F. Donc, on va prendre cette expression-là, F, et on a déjà l'expression de T, et on va déduire l'expression de A. Voilà ce qu'on a fait. Donc, mg sinus alpha moins ma est égal à j fois θ seconde sur r, avec A est égal à R fois θ seconde, c'est-à-dire θ seconde ou bien θ 2 points est égal à A sur R. Donc, on a remplacé θ seconde par A sur R. Voilà, θ seconde, on a remplacé par A sur R. A sur R ou R, vous avez A sur R carré. Donc, finalement, vous retrouvez l'expression de A. Application numérique. Donc, vous trouvez A est égal à 2,5 mètres seconde moins 2. La question 4 maintenant. Calculer la vitesse VB sachant que AB est égal à 45 cm. Voilà. Donc, on va appliquer la relation indépendante du temps puisque le mouvement est un mouvement rectiligne uniformément varié. A est égal à une constante. Donc, VB carré moins VA au carré égale à 2A XB moins XA avec VA est égal à 0. Le système est lâché sans vitesse initiale. Donc, VB égale 2 racine de 2A AB. Donc, VB égale à 1,5 mètres seconde moins A. La question suivante, calculer la durée delta t et n, le nombre de tours effectués par le solide pendant cette durée. Donc, delta t maintenant,
On sait que A est égal à constante, donc A est égal à delta V sur delta T, c'est-à-dire on peut écrire l'expression de V comme étant est égal à AT plus V0, donc V moins V0 sur la durée delta T, donc c'est égal à A. Soit delta T est égal à delta V sur A. Delta V c'est VB moins VA sur A, VA étant est égal à 0. Donc VB on a trouvé est égal à 1,5, on a A est égal à 2,5, donc delta T est égal à 0,6 secondes. Maintenant le nombre de tours effectués, on a dit que le solide se déplace de X est égal à AB et le fil ne glisse pas sur la poulie. Hein? Il est inextensible. Donc X est égal à R fois θ. X est égal à R fois θ, donc X est égal à, c'est-à-dire XB moins XA, la distance parcourue, est égal à AB, est égal à R fois θB moins R fois θA, c'est-à-dire R fois θB moins θA, delta θ. Autrement dit, vous avez AB égale à R fois delta θ, avec delta θ est égal à 2πn, avec n c'est le nombre de tours, d'où n est égal à AB sur 2πr, 2πr c'est le périmètre si vous voulez. Donc n est égal à 0,45 sur 2π fois le rayon fois 0,1, donc 0,716 tours. Voilà. La question suivante, sixième question, et la dernière. La mesure expérimentale montre que l'accélération de S et A est égale à 2,2 mètres secondes moins 2. Calculez le moment du couple de frottement exercé par l'axe de rotation sur la poulie. Nous, on a trouvé 2,5 lorsqu'on a négligé les forces de frottement. Voilà. Donc maintenant, on vous demande de déterminer le moment de couple de frottement. Donc, moment de couple de frottement, MC. Vous avez le poids de la poulie, la réaction de l'axe et F, la tension du fil. Donc, si vous voulez, les forces qui s'exercent sur notre poulie. Donc, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique de rotation. La somme des moments égale à J fois θ de points, ou bien la θ seconde, la nouvelle valeur. Donc, moment de C, moment du couple de freinage, plus moment de P, plus moment de R, plus moment de F égale à J fois θ seconde. Comme le moment de P et le moment de R, on a dit que c'est égal à 0, puisque leur direction coupe l'axe de rotation. Donc, on aura finalement le moment de couple de freinage plus le moment de F, c'est-à-dire F fois R est égal à J fois θ seconde. θ seconde, c'est égal à A sur R. A, c'est la nouvelle valeur de A. Voilà, on a dit que expérimentalement, on n'a pas trouvé la même valeur. Donc, finalement, vous aurez le moment du couple de freinage égal à J fois A sur R moins F fois R. Voilà. Calculons maintenant la valeur de F, puisque F a changé de valeur, puisque A a changé. Donc, on a l'expression de F, qui est égale à T, est égal à mg sinus alpha, moins A. Donc, finalement, vous avez T est égal à F est égal à 3 newtons. Donc, application numérique, moment du couple de freinage, c'est égal à moins 0,1 newton fois mètre. Voilà, merci pour votre attention. نتقابل إن شاء الله في مواعيد لاحقة. بسلامة.